Les podcasts du MAP, l'Observatoire des experts de la mobilité. Des informations, des interviews, des analyses sur des sujets d'actualité et prospectifs sur le thème de la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Retrouvez-nous sur notre site internet www.observatoire-map.org. Bienvenue dans ce numéro de la rubrique Startup et Mobilité du podcast du MAP, l'Observatoire des experts de la mobilité. Ce numéro est consacré à l'agence Sound2Sight, une agence de design sonore spécialisée dans les domaines de l'industrie, de la scénographie et la communication. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Antoine Charon qui a cofondé l'agence avec Florestan Gutiérrez. Une petite précision toutefois avant de débuter l'entretien, car vous êtes en droit de vous interroger sur la relation entre le design sonore et la mobilité. Eh bien, comme vous allez pouvoir le découvrir, Sound2Sight est spécialisé dans la création de sons pour la mobilité, un secteur qui a de plus en plus de besoins et pour lequel le champ de création est vaste et dépasse le simple aspect technologique pour concerner également l'intérêt général, voire même permettre de répondre à des enjeux de santé publique. Je suis Laurent Equet, directeur général du MAP, et je vous invite à écouter l'échange qui suit et qui s'articule autour des points suivants: la présentation de l'agence, l'activité dans le domaine de la mobilité, le savoir-faire pour créer des sons, et nous terminerons par une vision plus personnelle vis-à-vis des enjeux de la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Antoine, bonjour, bienvenue dans le podcast du MAP, dans ce nouveau numéro consacré à Sound2Sight, donc une agence que tu as créée et qui est spécialisée dans le design sonore. Tout à fait, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, design sonore principalement en direction de l'automobile et de la mobilité, mais on va voir ça ensemble. Alors, est-ce que tu peux dans un premier temps nous présenter l'agence ? Alors Sound2Sight, c'est une agence qui est née en 2013 au Mans et qui est effectivement construite sur trois verticales. Une étant l'industrie avec une composante extrêmement forte étant les mobilités. Et nous travaillons également pour la scénographie et pour ce que l'on appelle l'audio branding, à savoir plutôt la communication et l'identité sonore des marques. Donc c'est une entreprise qui est née au Mans pour diverses raisons. Tout d'abord, une composante très très forte sur l'acoustique et les sons sur ce territoire, avec des laboratoires d'acoustique, avec un centre de transfert de technologie spécialisé dans ce domaine, et puis des écoles, des formations. Et évidemment, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui étant les mobilités, Le Mans, ça résonne chez beaucoup de personnes, je pense, et effectivement, il y a des liens très très forts pour nous entre les mobilités et le fait que l'entreprise soit née au Mans. Justement, à l'origine, est-ce que c'était une start-up et aujourd'hui, ce n'est plus une start-up, c'est une agence, c'est-à-dire qu'elle a trouvé son business model, on va dire ? Exactement. On a eu la chance au tout début de l'histoire de Sound2Sight d'avoir des contacts, des offres de projets dans le domaine des mobilités, ce qui nous a permis effectivement en tant que start-up de positionner un petit peu notre façon de faire, de peaufiner, je dirais, nos outils, et puis petit à petit de construire une offre qui soit la plus intéressante par rapport au marché et je dirais aussi un peu avant-gardiste, parce qu'il y avait d'abord un marché à découvrir qu'on ne connaissait absolument pas. Mon associé Florestan Gutiérrez et moi-même, ayant été formés au design à l'école des Beaux-Arts du Mans, on ne connaissait pas véritablement l'écosystème, je dirais, des mobilités dans le monde. Et donc, petit à petit, on s'est un petit peu acculturé à ce domaine, tout en améliorant de plus en plus nos outils. Donc, effectivement, start-up au début, fondamentalement. Et aujourd'hui, l'entreprise n'est pas beaucoup plus grande. Néanmoins, notre façon de travailler, les partenaires que l'on a aujourd'hui font que on a une certaine assise dans le domaine et on a la chance d'être assez référence dans ce domaine-là. Alors, j'inscris quand même ce numéro dans la rubrique Startup et Mobilité parce que quelque part, ça reste quand même de la tech au service de la mobilité. Tout à fait, c'est de la tech, puisque dans tous les cas, on doit s'appuyer aussi sur beaucoup de technologies et être très au fait également des technologies. Et puis, ça reste le design sonore dans les mobilités. Je dirais presque de l'artisanat d'une certaine manière. On est vraiment dans un point, je dirais non pas de détail, mais en tout cas, on est dans un des aspects de l'expérience générale d'un véhicule, peu importe le véhicule. Et donc, à ce titre, évidemment, on a une importance assez grande, mais le design sonore est pas vraiment l'élément central et le premier auquel une start-up des mobilités ou un grand groupe penserait. Alors, il y a
différents stades de maturité, je dirais, par rapport à ces questions de design d'expérience ou de design sensoriel. Néanmoins, voilà, ça reste quand même quelque chose où on n'a pas un marché hyper concurrentiel. Donc oui, on s'appuie énormément sur la tech, mais ça reste quand même un domaine un peu, comment dire, naissant, je dirais. Finalement, tu nous as dit, formation au Mans, Le Mans, une ville reconnue sur le plan du son, donc ça on le sait peut-être moins. Une ville connue pour la mobilité, pour l'histoire avec la fameuse course historique des 24 heures du Mans, donc la naissance et la promotion de l'automobile tout au cours du XXe siècle. Mais quelque part, comment t'es venue l'idée à toi et à ton associé de t'orienter vers les mobilités? Design sonore, c'est très large. Pourquoi spécifiquement la mobilité? Ou c'était un choix personnel, une appétence? Alors en fait, l'histoire s'est finalement écrite un peu pour nous. Je m'explique. On a eu la chance assez formidable, avec mon associé, de remporter plusieurs concours de design tout en étant étudiant. Et donc on a commencé finalement à travailler cette idée de construction, de monter une entreprise tout en étant étudiant. Et sans que l'on le sache, il y avait un constructeur qui en fait était très au fait de notre parcours et qui nous a contactés 2 semaines à peu près après l'immatriculation de l'entreprise. Et donc ce constructeur, c'était PSA. Et PSA donc nous contacte quelques semaines après la création en nous disant voilà, on vous suivait. On sait qu'il y a une filiale au Mans qui est très spécialisée sur le design sonore et qui aborde des questions industrielles et on aimerait voir tout simplement ce que ça donne. Et donc on aimerait travailler avec vous. Donc ça nous a finalement été d'une aide, euh, je dirais monumentale, puisque finalement ce premier projet a donné une certaine saveur et donné une certaine direction à Sound2Sight qui aujourd'hui reste quand même une identité très très forte pour l'agence. L'agence est établie à Bordeaux, elle est plus sur le Mans. Effectivement, alors ce sont pour des raisons personnelles qui ont rien à voir, ni même avec moi initialement et mon associé, mais mon associé est à Paris, moi je suis à Bordeaux. Et néanmoins, on est très très souvent au Mans puisqu'on a des différentes activités toujours avec le Mans et puis des liens très forts avec le Mans Acoustique, avec l'université et avec l'école. Et je rappellerai aussi avec le Mantec, puisque tu en avais été le président, fut un temps. Tout à fait, tout Hein, à fait. voilà. Je suis toujours membre. Et finalement, l'agence travaille pour donc des marques automobiles. Tu as parlé donc de PSA pour le premier lancement, qui était effectivement un challenge très intéressant pour lancer l'entreprise. Mais aujourd'hui, la clientèle est internationale, j'ai cru comprendre, à plus de 90%. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on travaille essentiellement, on travaille dans le monde entier. En fait, très clairement, on a de plus en plus de demandes, notamment avec tous les constructeurs qui arrivent sur le marché asiatique, évidemment. Mais le gros du travail reste, on va dire, sur Europe et Asie. Mais on a beaucoup, beaucoup de projets à l'international, ça c'est une évidence, notamment pour les projets automobiles. Mais je pense qu'on l'évoquera tout à l'heure, il n'y a pas que les projets automobiles. On travaille sur d'autres projets en France. Voilà, on pourra les évoquer tout à l'heure. Voilà pour ce qui est de la présentation de Sound2Sight, une start-up créée en 2013 par 2 étudiants à l'école des Beaux-Arts du Mans en spécialité de design et qui, après avoir remporté des concours de design, ont décidé de développer une activité tout en poursuivant leur cursus. Et cela leur a donné l'opportunité d'être approchés pratiquement dès la création par le constructeur d'automobile PSA, devenu aujourd'hui Stellantis. Ce soutien a représenté bien évidemment une aide très précieuse pour débuter, monter en compétences et découvrir ce nouveau domaine tout en conditionnant l'orientation de l'activité dans l'automobile et la mobilité. L'agence, qui est aujourd'hui basée à Bordeaux, est toutefois restée une petite structure en taille, lui permettant de conserver toute l'agilité nécessaire pour répondre à un marché grandissant, mais encore naissant. Dans la partie suivante, nous allons évoquer la création des sons et les besoins de son dans l'automobile. On va venir au son, à cette particularité. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément au design sonore. On a l'impression, quand on achète un véhicule ou quand on voit les véhicules neufs, quand on ferme une portière, on a l'impression que le bruit découle des matériaux qui sont utilisés. Or finalement, c'est peut-être l'inverse, c'est-à-dire que les matériaux découlent du son que l'on veut obtenir. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut nous expliquer. En fait, pourquoi inventer des sons pour l'automobile? Pour quelle fonctionnalité du véhicule? Le son, finalement, c'est un peu partout. On a besoin du son absolument partout dans l'automobile. Pour le designer, c'est un objet assez passionnant. On a besoin du son d'un point de vue purement
acoustique en fait et vibratoire, c'est le domaine qu'on appelle donc le NVH. C'est quelque chose qui est très important, c'est le son que va produire le véhicule en lui-même, simplement en se déplaçant, ou alors, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, en fermant une porte, en activant les essuie-glaces, en ouvrant les fenêtres, en s'asseyant sur un fauteuil, en réglant son volant, en tournant un bouton, etc., etc. Ce sont les sons plutôt, je dirais, mécaniques et vibratoires, évidemment, qui vont arriver quand on roule, avec le bruit du vent sur les rétroviseurs, les bruits des pneus sur le pavé, etc., etc. Donc tous ces sons-là, consciemment ou inconsciemment, vont donner un retour sur la qualité du produit a priori. C'est-à-dire que, et ça c'est quelque chose qui est lié au fonctionnement du cerveau, en fait quand on perçoit un environnement, un objet, tous les sens fonctionnent en même temps, et donc l'émotion que l'on va vivre à un instant T résulte finalement de toutes les composantes analysées par le cerveau. Et donc si on a un véhicule pour lequel on a une image de marque, un design, une expérience particulière, des services particuliers, mais que d'un point de vue sonore, l'expérience sonore va dire quelque chose qui est à l'opposé, c'est-à-dire par exemple on vend un véhicule silencieux, on vend du haut de gamme, voilà, on peut imaginer plein de discours commerciaux autour de ça. Eh bien si le son dit au cerveau exactement l'inverse, ça ne marche plus. En tout cas, la notion de qualité perçue est amoindrie, et donc ça ne fonctionne plus. Donc déjà, il y a le son, voilà, du véhicule. Ensuite, il y a tous les services entre guillemets autour, c'est-à-dire les avertisseurs. Aujourd'hui, la plupart des sons dans les voitures sont artificiels, voire quasiment 100% des sons. Je parle pas des sons mécaniques encore une fois, mais des sons type les ADAS, toutes les alertes, tout l'alerting, en passant de l'oubli ceinture au son du clignotant jusqu'à le son d'accueil, de welcome, qui parfois dans certains véhicules est carrément avec du son spatialisé, etc., etc. Là, on est sur du son artificiel, la plupart du temps associé à des fonctionnalités de sécurité. Et l'objectif du son ici, il est multiple. En tout cas, nous, c'est vraiment notre objectif, c'est ça. C'est d'avoir des sons qui vont évoquer un cas d'usage, par exemple une alerte, un avertisseur d'angle mort, un avertisseur de collision frontale, etc. Donc le son, il va avoir des facilités pour aller capter directement l'attention. Alors qu'un simple icône visuel, quand on est en train de conduire avec les yeux sur la route, ne fonctionnera pas. Si on a juste un élément visuel qui clignote ou qui nous interpelle alors qu'on est concentré sur autre chose, on ne le verra pas forcément. L'avantage du son, c'est qu'il va se diffuser à 360 degrés et il va aller vous chercher même si vous regardez pas l'écran. Donc on a cette notion de réagir très vite, et ça c'est la dimension plutôt ergonomique. Ensuite, le son dans sa texture va pouvoir évoquer des choses, évoquer des matériaux, évoquer des intentions plus esthétiques qui vont finalement être développées en fonction du design et de l'image de marque. Donc un son, pour nous, un bon design sonore doit remplir une fonctionnalité ergonomique. Le son doit nous alerter rapidement, ou en tout cas nous renseigner rapidement sur la nature de l'information que l'on nous transmet. Et puis, il y a un aspect plus esthétique et on va dire de l'ordre du design sensoriel, c'est-à-dire que si on a des matériaux spécifiques, si on a des formes spécifiques à l'intérieur d'un véhicule, eh bien le son doit aller, on va dire, de pair avec et vraiment stimuler les émotions et l'esthétique dans la même direction. Et donc, a fortiori, ça va évidemment promouvoir une image de marque et un niveau de gamme, etc., etc. Donc le son, on va le retrouver dans les sons mécaniques, dans les sons intérieurs. Ensuite, une autre partie sur laquelle on travaille de plus en plus sur les véhicules dits électrifiés, au sens plus large que électrique, ça va être le son extérieur, qui est audible, on va dire en Europe en tout cas, de 0 à 30 km/h de façon réglementaire. Et ça, c'est un son qui participe de la signature sonore de la marque, c'est un fait, mais il y a vraiment un point de vigilance extrêmement important parce que demain, si on a un parc qui est 100% électrifié et que chaque marque a son propre son, eh bien, on va se retrouver potentiellement avec des voitures qui, en se croisant, vont créer des sons un peu particuliers, un peu comme si on avait un orchestre où tout le monde ne jouait pas la même partition. Mais le niveau sonore est quand même assez faible, en tout cas dans la réglementation. Donc on a quand même, je dirais, une bonne marge avant d'arriver à une sorte de cacophonie urbaine. Donc on a un sujet avec le son qu'on appelle donc AVAS, qui est ce son extérieur, un sujet très intéressant qui finalement définit, on pourrait dire, le paysage sonore de demain, si on estime qu'on a toujours autant de voitures. Évidemment, demain, en ayant d'autres types de mobilité, le paysage sonore urbain va évidemment évoluer. Donc voilà les trois grandes catégories de sons sur lesquels on travaille.
Et on pourra ajouter une autre, encore une fois, qui est plus peut-être pour les véhicules très haut de gamme et particulièrement sportifs, à savoir ce que l'on appelle le Active Sound Design. C'est donc des sons intérieurs qui vont évoluer en fonction du comportement du conducteur. Et là, on est plutôt sur des sons qui vont, je dirais, participer au côté un peu divertissant ou au côté un peu sportif qu'on va avoir sur certains modes de conduite et qui vont vraiment donner une impression presque comme dans un jeu vidéo, en fait, avec des sons qui sont générés en temps réel et qui vont rajouter une couche, on va dire, de divertissement dans ces véhicules, la plupart du temps qui sont plutôt des véhicules sportifs. Depuis combien de temps on parle de son comme ça, on étudie le son pour les voitures? Parce que nos vieilles 2 chevaux, elles avaient du son, mais elles avaient un son qui leur appartenait. Il n'y avait pas de design sonore, on va dire. Donc aujourd'hui, on a des voitures très sophistiquées, on parle de voitures connectées, on parle aujourd'hui de voitures, bien sûr électriques. Donc toute la technologie aujourd'hui des véhicules amène forcément à penser son. Mais on va dire que c'est en marche depuis 10 ans, 20 ans ou beaucoup plus récent en fait, cette demande de son? Quand on a commencé à parler vraiment du son et surtout à le travailler, moi j'ai déjà, entendu parler ou vu, des exemples, je dirais dès les années 70-80. Alors, je suis pas expert sur l'histoire de cette partie, alors peut-être qu'on pourrait me contredire, et avec grand plaisir, il y a pas de problème, mais c'est un travail d'abord assez empirique. C'est-à-dire que, par exemple, chez Bugatti, moi j'ai rencontré des personnes qui travaillaient sur les échappements et qui, pour avoir un son plutôt comme ci, plutôt comme ça, donc ils avaient aussi leur propre vocabulaire, allaient modifier l'échappement un petit peu de façon totalement empirique. Puis après, la simulation est arrivée, et donc on a commencé à pouvoir faire aussi des modèles prédictifs pour prévoir un son d'échappement à l'avance. Donc ça, on a des choses comme ça qui datent depuis quelques décennies. Pareil pour les sons de portière de voiture, on a des exemples assez connus sur des marques premium allemandes. En tout cas, pour ma part, la partie qui est plutôt artificielle, je dirais que c'est plutôt fin 80, début 90. Et notamment, je voulais prendre la raison d'être du fameux Havas, le son extérieur, parce que c'est un son finalement dont il est question déjà depuis le début des années 90. Et c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc on voit un peu le temps que ça peut prendre pour être quelque chose qui s'impose dans le paysage. Euh, Au début, c'était des personnes malvoyantes qui ont tiré la sonnette d'alarme en Amérique du Nord avec les premiers véhicules électriques sur les routes et qui ont dit bah, nous, on a besoin de nos oreilles et donc des sons pour pouvoir détecter ces véhicules et pouvoir traverser en toute sécurité. Et donc, de fil en aiguille, les associations ont essayé de prouver à quel point c'était dangereux, d'objectiver en tout cas cette dimension, et donc de pousser les pouvoirs publics à créer des règles. Donc on avait déjà ici une notion de créer un son artificiel pour ce besoin-là. Ensuite, des sons dans les voitures, c'est vrai que avant c'était plutôt le son mécanique, le son du moteur, le son de l'échappement, et que c'est plutôt avec les nouvelles technologies qu'on va arriver à la nécessité de créer des nouveaux sons qui sont finalement liés à des nouvelles problématiques et à des nouveaux cas d'usage. Par exemple, un avertisseur d'angle mort, eh bien, c'est un son qui n'avait pas raison d'être avant, puisqu'il n'y avait pas forcément cette technologie-là, au même titre que l'avertisseur de collision frontale, que je sais pas, que des changements de mode, qu'un petit son pour valider que le véhicule électrique est bien allumé, puisque encore beaucoup d'utilisateurs des fois le démarrent et sont encore en train de se demander s'il est bien démarré. Donc voilà, effectivement, on est sur des sons qui vont apparaître avec des nouvelles technologies. C'est une évidence. Effectivement, les voitures évoluent, de plus en plus de technologies, de plus en plus de fonctionnalités. Pour autant, l'individu, lui, est-il apte à tout appréhender, hein? On sait que tout le monde conduit, tout le monde n'a pas forcément les mêmes capacités ou les mêmes réceptifs, on va dire. Donc, ça doit être extrêmement compliqué. Et je veux dire que le son peut être en tout cas une aide pour mieux appréhender des véhicules qui peuvent paraître de plus en plus compliqués à prendre en main, en fait. Alors oui, ça peut être une aide, mais il faut bien le faire. Et vous avez raison de le souligner, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes capacités cognitives. Et puis même, un même individu, en fonction du moment de la journée, en fonction de son humeur, ne va pas avoir les mêmes capacités cognitives, les mêmes capacités de réflexe. Et donc, un des objectifs, je reviens dessus, qui est sur l'ergonomie, est extrêmement important. Donc c'est vrai que pour nous, quand on fait du design sonore, on essaye toujours de faire des tests utilisateurs pour valider par exemple que des sons, sans même avoir eu un temps d'apprentissage particulier,
puissent être compris à la première écoute. C'est-à-dire que, par exemple, dans un véhicule, on a des sons qui sont rangés par catégorie, par exemple, d'alerte. On a des notifications avec un niveau vraiment 0 d'alerte. On doit absolument pas alerter, mais on est purement dans la formation. Ensuite, on a des alertes qu'on va appeler un peu positives ou des petites alertes de niveau 1 pour monter jusqu'à niveau 2, niveau 3, 4, qui est le niveau maximal où il faut arrêter la voiture le plus vite possible. Eh bien, on va faire en sorte que nous, par exemple, quand on fait écouter les sons, on va s'intéresser à demander à des utilisateurs de les ranger par ordre d'importance et d'urgence sans les avoir jamais entendus avant. Donc, on va leur soumettre les sons et on va faire en sorte qu'ils soient capables de les ranger dans le bon ordre et de valider ainsi que le son, en ayant été découvert pour la première fois, eh bien, on va être capable de dire, oui, c'est pas important. Typiquement, j'ai reçu un SMS, eh bien, c'est absolument pas le moment de le regarder. Et donc, il faut que le son, ce soit quelque chose qui, même si on l'entend pas, eh bien, c'est pas grave. Par contre, si on a quelqu'un à côté qui peut l'ouvrir, qui peut le regarder, là, ça peut avoir un intérêt d'avoir un son un petit peu travaillé. Donc, on a comme ça des sons qui, s'ils ne sont pas entendus, ou en tout cas qui n'ont pas été forcément notifiés, c'est pas grave. Par contre, il y a d'autres sons où il faut absolument pouvoir les entendre, et même si on est fatigué, même si on rentre du travail, même si on est énervé, il faut absolument que ce son-là, d'un coup, il capte notre attention et qu'on soit capable de dire « Oula, il faut que je fasse quelque chose, je dois m'arrêter, je dois mettre en lieu sûr, changer ma roue, où il y a quelque chose qui se passe. » Donc il y a effectivement un vrai travail en tout cas sur comment va être perçu le son en fonction des humeurs, en fonction des personnes. Comme l'exprime Antoine Charon, le son est en réalité présent partout dans l'automobile, que ce soit sur un plan acoustique et vibratoire, domaine dénommé NVH, pour l'acronyme de l'expression anglaise Noise, Harshness, Vibration, pour le son que le véhicule va produire en lui-même, dans son déplacement, mais aussi dans tout ce qui correspond à son usage. Ce son est important pour percevoir le niveau qualitatif du véhicule. Il y a également le son associé aux services apportés autour et dans le véhicule, comme les avertisseurs, les systèmes d'alerte, de sécurité et d'aide à la conduite ou encore l'accueil à bord. Tous ces sons artificiels doivent être à la fois ergonomiques, c'est-à-dire en mesure de capter rapidement et facilement l'attention des personnes pour renseigner, pour informer, mais aussi esthétiques pour le côté promotion d'une image de marque ou d'un niveau de gamme. Un autre point concerne le respect de la réglementation pour le son extérieur, notamment pour les véhicules électriques qui doivent être audibles de 0 à 30 km/h. Il s'agit à la fois d'un son qui participe à la signature sonore de la marque, mais qui doit aussi rester en cohérence avec celui des autres véhicules pour éviter notamment les nuisances sonores qui pourraient causer une cacophonie urbaine. Ce son extérieur dit AVAS, pour Acoustic Vehicle Alert System, contribue donc à la construction d'un futur paysage sonore qui va forcément évoluer avec l'arrivée des nouveaux modes de mobilité. Et cette réglementation découle, entre autres, d'une demande dans les années 90, formulée par les personnes malvoyantes qui ont alerté face à l'arrivée des premiers véhicules sur le besoin de pouvoir les détecter. Ce sont donc là tous les grands aspects du son sur lesquels travaille Sound2Sight et qui relèvent de l'apparition des nouvelles problématiques, de nouveaux cas d'usage face au développement des technologies et la création de nouvelles fonctionnalités de sécurité ou encore de conduite. Alors finalement, la création d'un son ne s'improvise pas et elle relève d'un savoir-faire certain, d'une méthode, et c'est ce que nous allons maintenant aborder dans cette troisième partie. Parlons justement de ce savoir-faire, parce que pour créer un son, de quoi on part, quoi, en fait. Il y a une technique, il faut... Qu'est-ce qu'on imagine pour créer un son ? Je vois dans une présentation sur le site internet de l'agence, on parle de partenaires acousticiens, psychoacousticiens, anthropologues, analyse sensorielle. Donc, ce qui veut dire que, quelque part, pour prendre le son, il faut s'acculturer sur beaucoup de domaines à la fois. Enfin, comment ça marche ? Effectivement, il faut vraiment avoir une connaissance assez large de tous les domaines, je dirais, amis du design sonore. Parce que créer un son qui soit agréablement reçu, qui soit, je vais dire beau, c'est facile. Le problème, ou en tout cas la problématique majeure dans le design industriel au sens large, c'est de faire en sorte que le son soit perçu comme beau, oui, par le plus grand nombre de personnes. Là, ça commence à être difficile. Qu'il soit perçu comme beau au regard de la marque et de sa proposition de valeur, de design et l'imaginaire collectif qui se dégage, etc., etc., c'est encore plus difficile. Mais derrière,
c'est que tout ça soit respecté, mais qu'en plus, il soit compris. Donc évidemment, il faut déjà avoir, je dirais, des connaissances assez pointues sur le comportement, sur comment on peut créer une forme de grammaire sonore, et peu importe la texture, peu importe l'esthétique, mais une forme de grammaire sonore qui soit comprise. Donc il faut vraiment s'intéresser à comment on peut créer des sons qui vont inciter à ralentir, qui vont faire réagir de telle ou telle manière, par exemple. On va essayer de s'intéresser donc au comportement. Donc d'où l'intérêt pour nous de faire évidemment beaucoup de recherches, d'être toujours très au fait des différentes recherches qui peuvent être faites en psychologie cognitive, en psychologie sociale, qui peuvent être faites aussi par des constructeurs, hein, qui vont pas toujours mettre en ligne leurs données, mais s'il y en a, c'est toujours intéressant. Donc on va essayer vraiment de s'acculturer au maximum pour au final créer un son. Donc on a déjà cette phase, je dirais, de connaissance des comportements. Donc ça, c'est le métier finalement basique d'un designer, hein, c'est de s'intéresser d'abord aux utilisateurs. Et puis ensuite, une problématique qui est assez complexe pour nous, c'est de réussir avec le client final à trouver un vocabulaire commun pour pouvoir élaborer un design sonore qui lui parle à lui, et en tout cas pour lequel il va ressentir véritablement un lien fort entre sa proposition, donc de design, de marque, etc., et le design sonore. Donc pour ça, on a mis au point des outils qui nous permettent de travailler en équipe et de trouver un vocabulaire, en tout cas de trouver des formes de textures sonores qui vont être définies de la même manière par toute une équipe en interne. Donc il y a ce travail d'acculturation aussi avec les équipes au monde du son, au monde du design sonore. Et une fois qu'on a réussi à élaborer cette grammaire, je dirais cette logique pour travailler la notion ergonomique, que d'un autre côté, on a réussi à élaborer un univers sonore dans lequel tout le monde est d'accord, et bien c'est là où on va commencer à croiser les deux. Et c'est là où finalement on passe un petit peu plus dans un mode studio, c'est-à-dire que on va essayer avec des connaissances qui sont plus de l'ordre, effectivement, de la composition ou de la micro-composition, parce qu'on parle parfois de sons qui font 50 millisecondes. Quand on travaille sur un retour d'écran tactile ou quand on travaille sur une identité sonore de marque, on n'est quand même pas euh, sur les mêmes temporalités. Donc là, il faut vraiment qu'on se mette dans notre mode création et on essaye de mêler à la fois cette dimension ergonomique et de grammaire sonore avec cette notion plutôt de texture et d'identité. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait par nous-mêmes dans notre studio avec à la fois de la matière sonore enregistrée. Ça peut être des sons d'instruments que l'on va totalement dénaturer, totalement transformer. Ça va être des instruments ou des générateurs de sons de synthèse. De toute manière, à la fin, il est absolument rarissime que l'on cherche à faire de la musique, en tout cas dans ce domaine. Et pour la simple et bonne raison, c'est que dès qu'on commence à faire des éléments trop musicaux, on va commencer à créer des sons qui vont pas être véritablement intemporels. Et ça, c'est quand même assez dangereux parce qu'un son musical pour un démarrage de voiture que vous allez entendre à chaque fois, ou alors des sonneries de téléphone qui soient trop musicales, ou alors peu importe le cas d'usage, mais c'est un risque que finalement on n'ait que des retours assez négatifs. Donc on doit vraiment essayer de trouver des sons qui soient pas trop musicaux, qui illustrent bien l'image de la marque et in fine l'objectif qui soit surtout bien compris de l'utilisateur. Mais la matière est toujours une sorte d'hybridation assez complexe entre des sons, on va dire, de synthèse et des sons plutôt naturels, que ce soit instruments ou enregistrements de sources variées. Toutes ces explications vont permettre de voir que la création d'un son, c'est pas aussi simple. On aurait pu penser que c'était se mettre devant un ordinateur avec un logiciel, un petit clavier maître et puis faire des trucs. Non, non, il y a toute une partie donc de conception, d'analyse, de réflexion et la partie studio qui vient en complément. Finalement, la création d'un son, alors ça dépend du type de son qu'on va créer, mais ça peut prendre combien de temps? Alors, la création d'un son tout seul peut durer de 1 minute, si j'exagère, à plusieurs jours. Parce que finalement, il peut y avoir parfois un son qui est une très bonne piste et finalement, on doit faire tellement d'itérations pour qu'on arrive vraiment au résultat ultime. Le problème étant le vocabulaire, encore une fois, qu'on va employer. Si par exemple un client est dit: «Ah, on est vraiment très, très proche, mais est-ce que vous pourriez le faire un petit peu plus doux, un petit peu plus hargneux, un petit peu plus sportif?»
Oui, très bien, mais ça veut rien dire. Et c'est là où parfois on est un petit peu démuni. Alors c'est pour ça qu'on essaye au maximum de faire des exercices, je dirais, collectifs en fait, pour vraiment travailler avec toute l'équipe. Sinon, on a parfois des petits blocages comme ça où un son peut prendre des jours, littéralement. Donc, parfois, c'est parce qu'on arrive, on est très très proche du but, mais on sent qu'il y a un petit quelque chose, sauf que ce petit quelque chose, eh bien, personne n'arrive véritablement à définir pourquoi ça ne va pas, mais on sent qu'on est près du but, et donc on va avoir tendance à tourner en rond. Donc ça, c'est le pire des cas. Mais dans le meilleur des cas, une fois qu'on a trouvé finalement sa palette idéale, eh bien là, on peut décliner en toutes sortes de sons, du plus court au plus long, et ça ira très très vite. Mais je dirais qu'en général, quand on est sur un projet pour un véhicule classique où on va avoir dedans entre, on va dire, 10 pour les petits véhicules ou qui sont pas forcément des voitures, jusqu'à parfois une vingtaine ou une trentaine de sons, parce qu'on va avoir des déclinaisons. Et bien là, évidemment, on peut passer à des projets qui sont plutôt, voilà, on va avoir des projets qui vont être entre 3 mois et 1 an à peu près, mais la plupart du temps, on est plutôt sur 3 mois de projet à peu près pour un véhicule. Si on parle uniquement des sons d'interface, donc les fameux sons intérieurs. On a parlé tout à l'heure de son AVAS, son extérieur. Alors, peut-être une question par rapport aux véhicules électriques. Est-ce qu'il y a des normes déjà qui existent? Est-ce que quand on crée un son extérieur pour un véhicule électrique, il y a des choses qui ont déjà été mises en place, qui ont été réglementées ou définies? Oui, tout à fait. Il existe, une règle, en Europe. Il y en a une, en fait, il y en a plusieurs. Il y en a une en Europe, il y en a, en Asie, il y en a en Amérique du Nord, il doit y en avoir une dans la zone plutôt Moyen-Orient. En Europe et finalement un petit peu partout pareil, la règle est assez similaire de base. En fait, c'est un son dont la hauteur principale va varier avec la vitesse. Ensuite, évidemment, il y a à respecter un niveau sonore. C'est-à-dire qu'à 1 mètre, on va avoir un certain niveau sonore à respecter et qui, en fonction de la vitesse, va pouvoir évoluer. Ensuite, la nature même du son, finalement, on a quelques contraintes, mais qui nous permettent d'avoir assez de latitude. C'est-à-dire que dans le spectre du son, on va avoir évidemment de multiples fréquences, et donc sur certaines bandes de fréquences, on va devoir avoir un certain niveau sonore à respecter. Et au-delà de ça, finalement, la nature, la texture principale du son, eh bien, on a quand même pas mal de place pour s'amuser. Je dirais que la contrainte que l'on va retrouver sur toutes les réglementations, c'est finalement cette hauteur de note qui varie en fonction de la vitesse. Et puis après, d'avoir aussi un son qui est obligatoire entre 0 et 30 km/h ou je crois en Amérique du Nord 20 miles par heure. Mais finalement, pour pas mal de constructeurs, on peut dépasser ce stade. C'est-à-dire qu'en fait, on doit avoir du son jusqu'à 30 km/h par exemple en Europe, mais on peut continuer. C'est-à-dire que au lieu d'avoir le son qui s'arrête d'un coup à 30 km/h et qui laisse la place uniquement au son, je dirais, mécanique et naturel de la voiture, eh bien, on peut s'amuser à continuer ce son extérieur pour que finalement les deux sons se rencontrent et se mêlent. Et je dirais que c'est pour le meilleur, c'est-à-dire que malheureusement, une voiture électrique qui n'a pas ce Havas peut parfois générer des sons qui sont pas très qualitatifs. Alors pour les voitures, ça arrive. Pour des véhicules un petit peu plus lourds, le son généré par les moteurs électriques sont parfois très très désagréables et font penser à des petites voitures télécommandées. Et donc en termes d'image de marque, c'est vraiment pas bon. Et donc on essaye justement de créer ce son au-delà de 30 km/h pour essayer de masquer un petit peu ce son et créer une identité un petit peu plus agréable. Donc il y a cet aspect normatif qui est finalement pas si compliqué, hein, il est pas si compliqué de rentrer dedans. Et après, on peut quand même s'amuser à l'intérieur de ces critères. On aurait pu penser qu'aujourd'hui, le bruit du véhicule électrique, on a tendance à dire: «Ah bah, finalement, c'est la bande de roulement», mais finalement, c'est pas ça. Si on l'entend, c'est un son qui a été travaillé et qui est un son qui se trouve quelque part, mis en échantillonnage sur le véhicule? Il y a en fait encore deux, je dirais, deux écoles qui aujourd'hui se rencontrent sur nos routes. Il y a des constructeurs qui finalement ne s'en sont pas préoccupés et qui ont donc sorti des véhicules qui ont pu passer des homologations, mais qui a priori n'ont pas forcément de haut-parleurs intégrés. Mais sinon, effectivement, c'est
un haut-parleur, ou alors parfois il y a certaines technologies aussi qui arrivent aujourd'hui avec des vibreurs qui sont mis directement derrière la coque de la voiture, je dirais, derrière la carrosserie. Donc on a deux technologies, mais on a bien à un moment en tout cas quelque chose qui va générer un son de façon totalement artificielle et donc qui sera diffusé par la voiture. On a aussi des véhicules qui donc n'ont pas ces systèmes, comme je disais, mais le son résiduel, en fait, ce sera en dessous d'une certaine vitesse, plutôt le moteur électrique, ou en tout cas des sons de cet ordre-là, sachant que les sons de la bande de roulement et puis les sons évidemment d'aéroacoustique vont intervenir à une vitesse plus élevée. Alors, espérons que les sons ne seront pas traficables. Sinon, on peut imaginer que chaque propriétaire se met à personnaliser le propre son de sa voiture. Alors, en fait, effectivement, c'est intéressant parce que la voiture, quand elle est homologuée avec son système AVAS. On fait vraiment, en fait, nous, des pré-homologations. Donc, on va travailler avec des centres qui vont nous permettre de faire les essais qu'il faut, de valider que le son ne va pas poser de problème au moment de l'homologation. Et donc, effectivement, si quelqu'un trafique le véhicule et trafique en tout cas le haut-parleur et va se brancher dessus pour brancher la radio et s'amuser à diffuser de la radio dans la ville, a priori, ça veut dire qu'il va toucher à l'intégrité de la voiture et donc la voiture n'est plus réglementée comme telle. Donc j'ose imaginer qu'on ne peut pas le faire, en tout cas pas de façon légale. Mais c'est une bonne remarque. Mais ça veut dire quelque part une réglementation, un contrôle. Et puis, bah, j'anticipe, mais c'est notre vision prospective en tout cas, le contrôle technique de ces véhicules. Enfin voilà, des nouvelles choses à prendre en compte dans le cadre de l'appréhension en fait du respect de la réglementation du véhicule. C'est vrai que j'avais pas pensé que dans l'homologation, le son était aujourd'hui une donnée importante. La création d'un son ne résulte donc pas d'un simple bidouillage à partir d'un logiciel, mais d'une démarche complexe, nécessitant une étude préalable avec la connaissance de tous les domaines amis du design sonore. Car un son doit être beau, mais aussi perçu par le plus grand nombre de personnes, tout en intégrant l'imaginaire collectif de la marque, et enfin et surtout il doit être compris. Il s'agit en fait de la création de ce qu'Antoine Charron qualifie d'une grammaire sonore. Mais pour que cette grammaire soit comprise et parfaitement adaptée, cela nécessite de maîtriser la connaissance des comportements, d'être au fait des recherches en psychologie cognitive, en psychologie sociale. Bref, il faut donc s'intéresser à l'utilisateur, mais aussi trouver avec le client un vocabulaire commun et mettre tout le monde d'accord sur un univers sonore. Vient ensuite la phase de création studio, considérant qu'une fois que la palette idéale a été trouvée, la déclinaison des différents sons nécessaires, du plus court au plus long, est alors possible. Toutes ces étapes nécessitent du temps, et selon le type de véhicule, pour lequel le nombre de sons peut varier entre 10 et 30, un projet peut se traiter en 3 mois ou parfois durer plus d'1 an. Il convient de ne pas oublier, pour le son extérieur dit AVAS, le respect de la norme ou de la règle qui peut différer selon le pays de destination. Ces normes prennent en compte la variation de la hauteur du son selon la vitesse, le niveau sonore ou encore la nature même du son. Précisons enfin que le véhicule est homologué avec son système AVAS, c'est-à-dire le son ainsi que le système de restitution et que tout changement est de nature à remettre en cause son intégrité. Dans le point suivant, nous évoquons avec Antoine Charron l'étendue de l'activité de l'agence Sound2Sight au-delà de l'automobile. Sur l'activité de l'agence Sound2Sight, finalement on vient de parler de mobilité, mais est-ce qu'il y a, on l'a dit au début, d'autres domaines d'activité dans lesquels l'agence travaille aussi au niveau sonore ? Oui, alors en fait dans les mobilités, là on a parlé beaucoup de voitures, mais on a eu la chance de travailler aussi sur des projets type ferroviaire. Donc on a beaucoup travaillé avec la SNCF par exemple ou avec Alstom. On a eu la chance de travailler avec les chantiers de l'Atlantique aussi sur certains projets. On a pu travailler sur des projets assez prospectifs. Par exemple, il y a déjà maintenant quelques années, on avait travaillé avec Ital Design sur le projet collaboratif avec Airbus et Audi, avec cette espèce de véhicule autonome qui pouvait être agrémenté de pales d'hélices pour se transformer en drone. Donc on a travaillé comme ça sur des projets assez prospectifs. On a aussi travaillé sur un vélo cargo, par exemple, parce que eh bien ces vélos cargo qui, une fois dans la ville, évidemment, il faut qu'elles puissent aussi se manifester et faire un son particulier en lien avec leur identité. Donc voilà, on a beaucoup travaillé sur des sujets de mobilité assez variés. Et au-delà de ça, donc comme je le disais tout à l'heure, on a 3 verticales, industrie, scénographie et plutôt communication de marque. Donc dans la partie industrielle toujours, il y a des projets par exemple sur des machines médicales,
On travaille sur l'Internet des objets, puisqu'il y a beaucoup d'objets évidemment qui sont associés à des applications, donc de l'application mobile, on en fait beaucoup. Une de nos derniers projets, c'était par exemple avec la marque Luni, que vous connaissez tous avec la boîte à histoire. On a travaillé sur leur nouveau produit qui s'appelle Flamme. Donc voilà, on travaille sur en fait des objets qui doivent communiquer de l'information par du son, mais qui évidemment ne doivent pas le faire de façon bête et méchante. C'est pour ça qu'on travaille son esthétique et qu'on essaye encore une fois de travailler fonctionnalité, esthétique et image de marque. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire sur toutes les composantes et sur tous les projets industriels, que ce soit sur des projets très grande consommation, comme les projets effectivement de moins grande consommation, comme l'automobile et l'automobile de luxe. On a vraiment, nous, dans l'industrie, un champ d'action extrêmement large. En fait, ça va de la machine-outil à l'application, à l'objet de grande consommation, jusqu'à aller au train et au bateau. Ça me fait quand même réagir en me disant oui, il y a un panel énorme justement de développement et de besoins, mais en l'occurrence, si je reviens sur le domaine de la mobilité, je me dis, demain nos villes, on doit partager un espace de plus en plus contraint avec de plus en plus d'outils de mobilité, de nouvelles mobilités, donc ce qui veut dire qu'il y a quand même un savoir-faire et quelque part des repères à avoir. Je pense que au niveau des agences, est-ce qu'il y a des concurrents? Parce que quelque part, j'ai l'impression quand même que ça demande une connaissance, une expérience pour pouvoir être capable ou être légitime pour développer des sons pour la mobilité. J'ai envie de réagir, en fait, avant de parler effectivement de possibles concurrents ou de connaissances. Il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'effectivement, on a des besoins de connaissances techniques, de connaissances en sociologie, en psychologie, en design, en marketing. Mais quelque chose qui est très très important, comme vous le disiez, c'est que demain, la ville, elle va faire cohabiter de nombreux moyens de mobilité. Et donc, il y a quand même un aspect qui est extrêmement important pour nous, c'est un aspect purement éthique, c'est de se dire demain, le paysage sonore de la ville de demain, il doit être pensé dès aujourd'hui pour le bien-être de tous. Et quand je dis tous, c'est le vivant en fait, au sens large. Parce que aujourd'hui, et ça c'est pas véritablement une aparté, pour nous c'est quelque chose de très important, c'est de prendre en considération le vivant dans son ensemble. Et on sait aujourd'hui que d'un point de vue sonore, le son, le bruit de façon générale, ça génère quand même 150 milliards d'euros de pertes pour l'État français par an. Et donc on sait à quel point le bruit est quelque chose qui est vraiment une pollution très forte. Aujourd'hui, la pollution sonore et le bruit est la deuxième cause de morbidité après la pollution atmosphérique. Donc pour nous, l'aspect sonore dans l'environnement urbain et travailler sur les mobilités, c'est une question certes de sécurité, certes d'image de marque, mais c'est aussi une question éthique. Sauf que cette question éthique, elle peut être traitée que en travaillant avec des designers, avec des ergonomes, avec des sociologues, avec pourquoi pas des activistes, des passionnés. Donc on a besoin en fait de se nourrir un petit peu de tout le monde. Et je pense que notre rôle, il n'est pas de travailler que avec les industriels, mais en fait de les faire aussi réagir, de les challenger sur leur place finalement dans un écosystème du vivant. Et ça, pour du coup en venir à la place de la concurrence, je pense qu'aujourd'hui, avec Sound2Sight, alors avec nos moyens, avec les possibilités que l'on a. Faut savoir que nous, avec l'agence, on donne beaucoup de conférences, on donne beaucoup de cours, on essaye vraiment de former la jeunesse à penser au son. Et ça, dès le collège, le lycée, on fait des interventions, mais aussi beaucoup en école de design auprès des futurs architectes, des futurs urbanistes, mais aussi des futurs designers transport. Et pour nous, ça, c'est une composante qui est très très forte. Donc aujourd'hui, sur le marché, clairement, on a peu de concurrents. On a des entreprises qui font parfois plutôt de la scénographie ou plutôt de la communication de marque, qui s'essayent évidemment à aller travailler dans le champ des mobilités, mais plutôt avec un regard de communicant et moins un regard de designer. Donc ils vont moins s'intéresser aux usages, moins s'intéresser aux vivants, moins s'intéresser aux utilisateurs. Et ça, je dirais qu'aujourd'hui, on le croise pas encore trop. Donc évidemment, il y a de temps en temps sur des RFQ, sur des appels à projets, des concurrents qui se mettent face à nous. Mais je dirais qu'on est encore dans un domaine assez, assez nouveau, ce qui nous permet aussi aujourd'hui d'avoir la chance, c'est de travailler dans le monde entier avec les plus grandes entreprises.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose, on est assez chanceux pour ça. Ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire qu'on a 150 000 projets par an, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de pédagogie à faire. Au sein même des entreprises, on a toujours des relais qui se font un petit peu fer de lance sur ces sujets. Donc heureusement, mais la concurrence ne se fait pas rude, en tout cas aujourd'hui. Mais c'est évident que la mobilité se faisant de plus en plus silencieuse et les enjeux se faisant de plus en plus importants sur ces sujets, on va certainement avoir de plus en plus de concurrence, c'est une évidence. Au-delà de l'automobile, Sound2Sight travaille également pour d'autres domaines de la mobilité comme le ferroviaire, le maritime, le vélo ou encore sur des projets prospectifs et futuristes. Mais l'agence conserve aussi son positionnement sur les 3 verticales que sont l'industrie, la scénographie et la communication de marque pour travailler sur des objets qui doivent communiquer de l'information par le son de façon la plus audible et compréhensible possible. Mais nous retiendrons qu'au-delà des différents besoins de connaissances techniques, cognitives, marketing, etc., Antoine Charron met surtout en avant l'importance d'une démarche éthique ancré dans l'ADN de l'agence, considérant que le son doit avant tout être pensé en prenant en compte le bien-être du vivant au sens le plus large. Car le son contribue au bruit et le bruit génère des nuisances sonores dont l'impact économique et social pour la France est estimé à plus de 150 milliards d'euros par l'ADEME, sachant que les 2/3, soit 66,5% des coûts, sont liés au transport, le bruit routier, le bruit ferroviaire ou encore le bruit aérien. Pour l'agence, l'aspect sonore dans l'environnement urbain, en relation avec les mobilités, relève donc d'une démarche qui doit impérativement être travaillée avec sérieux et en relation avec l'ensemble des parties prenantes, et non pas qu'avec les industriels qui doivent, de leur côté, prendre conscience de leur place dans l'écosystème du vivant. Cela passe par de la pédagogie, de la recherche, par le partage, le dialogue, pour parvenir à créer des sons acceptables par tous, y compris par ceux qui ne sont pas directement concernés, mais qui vont malgré tout les vivre. Pour conclure cet échange, nous allons évoquer dans cette dernière partie une vision plus large et plus personnelle vis-à-vis des enjeux liés à la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Antoine, nous voici arrivés à la fin de notre échange et j'ai toujours l'habitude de demander à nos invités leur point de vue, leur vision personnelle face aux enjeux liés à la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Alors ma question est la suivante, quelle est ta vision ? Une notion d'inclusivité peut-être, mais vraiment une pensée pour tous et faire en sorte que quand on fait quelque chose, on pense bien à tout le monde et aux répercussions. Ça, c'est clairement un idéal assez utopique, mais je pense que par le son, on peut faire beaucoup de bien, mais on peut faire aussi beaucoup de mal si c'est mal fait. Et donc, il faut absolument que la mobilité de demain, elle soit pensée pour tous. Et donc, pour moi, d'un point de vue en tout cas sonore, je pense que d'avoir quelque chose qui est inclusif, et je fais écho à des projets pour lesquels on a pu travailler avec Alstom sur la malvoyance par exemple, ou l'hypersensibilité de certains utilisateurs. Donc on a fait des projets comme ça avec beaucoup de rencontres absolument passionnantes. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et je crois, pour dépasser un peu le domaine du son, et là c'est plus une vision personnelle, c'est effectivement l'égalité d'accès à la mobilité et une forme de respect aussi dans les choix. Je pense que c'est extrêmement important que chacun puisse se déplacer, c'est une liberté fondamentale. Et après, évidemment, que ça se fasse dans le plus grand respect de tous, que chacun puisse finalement se déplacer comme il l'entend, et que l'argent ne soit pas un problème. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un sujet extrêmement difficile, puisqu'on nous demande évidemment, et à raison, de verdir les déplacements. Mais parfois, pour certains, ça devient encore difficile si l'on vit loin des centres avec évidemment des hubs de mobilité, ou tout simplement parce que pour des questions d'argent, ça devient très difficile. Donc pour moi, un des vrais enjeux, c'est évidemment verdir le déplacement et qu'il soit accessible à tous, peu importe les bourses. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on n'y est pas, très clairement. Et pour moi, ça, c'est vraiment un enjeu à venir. C'est l'égalité d'accès à des moyens de mobilité beaucoup plus durables et verts. Et ma dernière question, Antoine, sera la suivante. Finalement, as-tu le sentiment que l'ensemble des grands acteurs économiques, les ménages, les entreprises, les pouvoirs publics, sont en phase, sont en ordre de marche pour réussir
à verdir cette mobilité pour réussir cette transformation de la mobilité dont nous avons tous besoin? Alors non, je pense pas. Je pense qu'en fait, il y a véritablement un travail, à imaginer. Je sais pas sous quelle forme ça pourrait prendre, mais je pense que, tous les acteurs finalement je vais pas dire même que des mobilités, mais finalement de du monde de demain, ne se rencontrent pas forcément. Alors il y a évidemment des tentatives, hein, à travers des consortiums, à travers des événements, à travers des groupes des groupes projets, des groupes de recherche. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des acteurs qui ne se rencontrent pas, qui se connaissent pas, qui connaissent pas les domaines des autres en face et qui font que, eh bien, on n'avance pas aussi vite que ce qu'on devrait. Heu, je pense que les acteurs des mobilités, devraient travailler un peu plus aussi main dans la main avec les urbanistes, avec les architectes, avec, ceux qui proposent des nouvelles technologies, avec les pouvoirs publics, avec les représentants, des citoyens. Parce qu'aujourd'hui, juste un exemple, par rapport à ces aux ZFE et cetera, aujourd'hui, une moto, par exemple, ou un 2 roues d'une puissance extrêmement faible va être capable, la nuit, de réveiller plusieurs dizaines de milliers de personnes. Un seul scooter, en fonction de la taille de la ville et en fonction des études, peut réveiller entre 20 000 et 100 000 personnes. Ça, pour moi, c'est un problème qui devrait être résolu depuis mais des décennies. Et je pense que c'est parce que, à aucun moment les industriels se disent, bah, on va travailler en ce sens pour travailler sur le bien-être, travailler sur la santé publique. Je le rappelle, 150 milliards d'euros par an. Alors pas que pour la santé, hein, il y a la dépréciation immobilière, il y a plein d'autres éléments, mais c'est quelque chose qui pourrait être résolu s'il y avait effectivement des discussions entre des parties qui se rencontrent pas forcément, et puis évidemment ne pas répondre que aux sirènes du marketing, puisqu'évidemment certains véhicules font des sons qui sont parfois évidemment magnifique et passionnant. Le son d'un V8, d'un V10, d'un V12, tout le monde adore ça. Néanmoins, quand il s'agit de créer des zones dans lesquelles il faut évidemment respecter le vivant au sens large, là, il faut trouver des moyens de faire en sorte que la mobilité ne soit pas quelque chose au détriment des autres. Et bah, pour pouvoir lancer ce type de réflexion, bah, faut-il encore que les pouvoirs publics, la santé, rencontre les industriels, rencontre les législateurs et qu'on ait une pensée un petit peu plus globale, je dirais de notre environnement commun. Donc en tout cas de mon point de vue, je pense qu'il n'y a pas assez de rencontres et d'échanges entre tous les acteurs qui devraient selon moi se rencontrer pour, essayer d'élaborer, un futur plus séduisant et qui pourrait emmener par un récit plus séduisant et plus attractif l'ensemble de la population. Eh bien, le message est lancé. Ce sera une phrase de conclusion sur cet échange qui est extrêmement passionnant, intéressant et qui, je l'espère, va donner donc une vision tout autre de la production de son et peut-être même de faire connaître, en tout cas, cette production sonore, ce design sonore qui quelque part, on le disait au tout début de notre entretien, est peut-être une petite niche, quelque chose de mal connu, mais qui a toute son importance. Un grand merci Antoine et on reste en contact pour suivre les développements de son. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation encore une fois. Ce voyage dans la création sonore avec l'agence Sound2Sight vous amènera peut-être à percevoir de façon différente les bruits produits par votre véhicule. En tout cas, les explications apportées par Antoine Charron démontrent à la fois toute la complexité mais aussi toute l'importance aujourd'hui de l'univers sonore dans la mobilité, un univers qui se doit de prendre en compte le confort, la performance, l'émotion, mais aussi l'efficacité, la sécurité et le respect de l'environnement. Nous avons pu voir également qu'il existe toute une codification précise pour la production de son, intérieur ou extérieur au véhicule, entre les notions de NVH ou de AVAS et toute l'importance avant la création studio de l'étape d'étude et de réflexion pour parvenir à la mise en place d'un univers compris et accepté de tous. Ce travail de designer sonore relève en réalité de l'observation du monde et nous retiendrons particulièrement la démarche éthique portée par Sound2Sight pour le respect du vivant dans son ensemble, considérant que le son ne doit pas seulement assurer la promotion d'une image et apporter un service, il doit aussi respecter les enjeux de santé publique
numérique. C'est assurément une prise de conscience dont les professionnels du secteur se doivent de faire preuve. C'est en tout cas un sujet qui touche particulièrement l'agence Sound2Sight et qui en a fait une véritable démarche et un engagement. Ainsi s'achève ce numéro de la rubrique Startup et Mobilité du podcast du MAP. Nous vous remercions pour votre écoute et vous invitons à découvrir d'autres numéros sur notre site internet www.observatoire-map.org, rubrique podcast.